Cette violence sur les esprits, savoir comment la violence reconfigure les têtes. Comment est-ce qu'elle banalise la haine, comment est-ce qu'elle abîme nos imaginaires communs. Puisque la haine s'apprend, la haine se répète, la haine finit par aller de soi, mais l'imaginaire, ce n'est pas qu'un champ de ruines. L'imaginaire, c'est aussi ce qui répare, et donc cet acte qui parie sur les imaginaires désarmés, les imaginaires qui peuvent encore désarmer. J'accueille Constance Rivière et j'accueille Mathieu Simonet, Constance qui est haut fonctionnaire et romancière, et Mathieu Simonet qui est écrivain et qui est un des membres de notre Conseil des savoirs. Constance, à toi. Oula, passer après Victor Hugo, c'est à ma hauteur, merci. Alors, sur ce sujet-là, sur la question de la violence faite aux esprits, j'ai pensé partir d'un paradoxe. Et en fait, après avoir écouté les intervenants précédents, je me rends compte qu'on est tous un peu habités de la même idée. C'est que la première violence, c'est de rendre invisible, c'est de ne pas voir. C'est ce que disait Camille sur les violences qui sont faites aux femmes qu'on ne regarde même pas, aux femmes migrantes qui sont presque mises sur le côté et rendues invisibles dans nos politiques publiques. C'est ce que vous disiez sur les violences qui sont enfermées à l'intérieur des maisons. C'est toutes les violences qui sont en réalité ce qu'on ne dit pas et ce qu'on cache dans nos silences. Et la politique, c'est peut-être d'abord ça, c'est d'essayer de voir ce qu'on essaye de ne plus voir. Et je disais paradoxe parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, ça a été rappelé en introduction, on est dans un monde où on est bien soumis à des violences extrêmement fortes, des violences qui sont très bruyantes, qu'il s'agisse d'un déchaînement de propos racistes, misogynes, LGBT-phobes, que ce soit dans des médias et des organes de presse qui sont de plus en plus puissants ou sur les réseaux sociaux. De violences faites aux esprits qui prennent plein de formes, l'injure, l'intimidation, la peur ou la menace, et qui ont un objectif qui est de blesser jusqu'à la tétanie. L'objectif, c'est celui-là, c'est de nous tétaniser, de faire que nous soyons tant fragilisés que nous n'osions plus nous relever pour continuer à nous battre et à parler. Et je sais que pour beaucoup de gens, et notamment pour beaucoup de militants, c'est très difficile de continuer à intervenir dans le débat public sans se dire qu'est-ce qui va me rester des blessures que je vais prendre en retour, sans être soi-même abîmé quand on rentre chez soi par des mots qui vous ont sali et qui vous rendent difficile de séparer le combat politique de ce que vous êtes dans votre dignité de personne. Et je dois dire ici, en introduction de ces quelques mots, le respect et l'admiration que j'ai pour le courage de ceux qui continuent à être dans ce combat-là, parce que la violence qui est faite aux esprits, elle est aussi faite à vos corps et à vos personnes, et on a besoin d'être ensemble d'abord, de se tenir chaud pour se dire qu'il faut pas la lâcher complètement, cette bataille. Après, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ces violences-là qui naissent des silences imposés ou des silences qu'on s'impose à soi-même, elles sont d'une certaine manière, et ils sont d'une certaine manière tellement intériorisés qu'on ne les voit plus. Là, je parlais des silences, ou en tout cas de la peur qui peut s'emparer de ceux qui sont dans le combat. Mais il y a tous ceux qui ne se disent même pas qu'ils peuvent être dans le combat, tous ceux qui sont pris par un impératif de discrétion, par l'idée que la politesse, c'est d'abord de se taire ou de rester invisible et discret. Et cette violence-là, elle est celle qui permet, c'est ce que vous avez dit, la perpétuation des violences sous toutes ses formes. C'est celle qui permet de rendre si difficile de porter plainte. C'est les violences sociales, c'est le non-recours au droit, c'est les deuils impossibles, c'est la colère des jeunes qui voudraient qu'on respecte leurs parents, et c'est toutes les incompréhensions qui nourrissent la défiance envers les institutions et envers la démocratie. Alors pour le lancement de ce think tank, moi ce que j'aimerais c'est inviter à ce que la politique soit une politique de la parole et du récit, une politique de l'attention et du regard, une politique des corps et du collectif, pour répondre à ce que me semble être trois formes de violence: le déni,
l'indifférence et la solitude. Quand je dis ça, j'essaye de ne pas le faire de manière trop abstraite. Donc je vais donner 3 exemples assez rapides pour faire comprendre que cette attention-là, cette politique de l'attention, elle a des applications extrêmement concrètes. La première violence que je citais, c'est celle du déni, c'est celle de l'oubli, c'est celle de faire sortir de l'histoire. Et donc pour ça, et c'est ce que vous faites ici, il faut associer à la construction des politiques publiques des historiens et des scientifiques. Il se trouve que j'ai travaillé pendant 5 ans à l'Élysée, de 2012 à 2017, et j'ai très souvent entendu des responsables politiques me dire que les penseurs et les auteurs étaient dans une position bien facile de commenter ou de raconter sans avoir à agir, quand on ne me disait pas qu'à force de chercher à comprendre, ils empêchaient l'action. Moi, je crois que c'est très grave de penser comme ça, parce qu'on ne peut rien construire si on ne sait pas sur quoi on construit. Et on a besoin de connaître notre histoire et notre passé pour essayer de penser notre futur. On demande parfois, d'un côté, à quoi bon ressasser le passé, ou en sens inverse, on nous demande comment est-ce qu'on répare le passé. Moi, je dirige un musée, le musée de l'histoire de l'immigration, dans lequel j'ai eu la chance de travailler avec des démographes, historiens, géographes comme Camille Schmoll. Et je pense qu'une de nos missions, c'est d'abord de reconnaître, de nommer, de savoir qui on est et d'où on vient. Et c'est pas de la repentance, c'est une lucidité qui est nécessaire. Si on ne connaît pas la France dans ce qu'elle est, dans sa réalité, on ne pourra pas penser ce qu'elle pourra être demain. La crise de la connaissance et des récits, c'est une crise politique. Et si on ne sort pas de cette crise politique par le haut, on est ici, et singulièrement le Parti socialiste, pris en étau entre une France qui serait rabougrie et une France qui serait, nous dit-on, nouvelle. Double violence, car dans les 2 cas, il s'agit de constituer ou de proposer un tableau qui serait troué. Un historien qui s'appelle Romain Bertrand, qui a travaillé aussi avec le musée, parle d'une œuvre de Kader Attia, et je voudrais le citer ici. Il écrit « L'artiste poursuit, sur fond de mémoire blessée, un travail de réparation des torts du passé, lesquels sont aussi indissolublement ceux du présent. Ce thème de la réparation hante notre littérature contemporaine, et il se pourrait que les sciences humaines aient elles aussi à voir avec ce vœu de réparation, à condition du moins de ne pas en faire une obligation morale, mais un impératif technique. Celui de la production de récits ouvrants par le détail des injustices qui ont cours, au souci du monde. » Et donc voilà la première piste que je dessine pour nous ici, nous, dit-on, c'est de dessiner un chemin entre le déni et le ressentiment. La deuxième chose, j'ai dit il faut des scientifiques, des historiens, je pense qu'il faut aussi des artistes et des romanciers. Je vous laisserai la transition. Pour répondre à cette deuxième forme de violence qui est l'indifférence. Tout à l'heure, Daniel citait des chiffres. Je pense que vous les avez tous oubliés et je pense, avec un peu de tristesse, mais néanmoins comme une réalité, que vous n'avez pas été ému par ces chiffres. Qu'on peut vous dire qu'il y a 1297 personnes qui sont mortes au travail ou 160 000 enfants qui sont victimes de violences, mais vous allez oublier ces chiffres très rapidement et passer à autre chose. Alors que si vous êtes pris dans une œuvre de fiction, si la littérature vous permet de voir ce que sont ces personnes, alors il va en rester quelque chose et à travers l'émotion, vous donner peut-être l'envie d'agir. Évidemment, Victor Hugo est un des auteurs qui le plus a transmis cette réalité-là de violence sociale pour essayer d'amener à des prises de conscience politiques. Aristote disait que les poètes étaient supérieurs aux technocrates. Alors peut-être a-t-on besoin aussi de poètes, peut-être a-t-on besoin de défendre les poètes et de ne pas les abandonner à ce que sont aujourd'hui les personnes qui tentent de prendre le pouvoir dans la culture, qui sont des pillards sans scrupules. Et je dois dire qu'aujourd'hui, responsables culturels, on est un peu pris en étau, avec d'un côté des milliardaires qui ont bien compris qu'il fallait prendre le pouvoir sur les imaginaires pour espérer prendre le pouvoir tout court, et de l'autre, des pouvoirs publics qui nous répondent très souvent que la culture n'est pas l'essentiel et que nous nous en occuperons quand nous nous sommes occupés du reste. Eh bien, ça me fait du mal de le dire, mais je pense que dans cette affaire-là, ce sont les milliardaires qui ont raison.
La culture est un pouvoir, la culture elle agit sur les émotions, la culture structure les représentations, la culture met en forme des récits et la culture elle nous rend attentifs. Dans un très beau texte, Umberto Eco parlait de notre appétence à pleurer Anna Karénine. Il disait qu'est-ce qui fait qu'on peut être très conscient de la réalité du monde et ne pas en être touché, alors que quand on lit Anna Karénine, on pleure comme une madeleine. Il racontait une scène d'Alexandre Dumas rendant visite au château d'If et les guides lui expliquant que c'était la cellule où avait vécu Edmond Dantès, personnage imaginaire. Même guide qui ne savait pas que Mirabeau avait réellement été enfermé dans cette cellule. Et donc ce dont on se souvient, c'est aussi de ce que les romanciers nous ont raconté. Je pense donc que nous avons besoin de préserver les poètes et la culture, et que si un programme politique le met en dernière note de bas de page de la dernière page, alors on a perdu quelque chose d'absolument fondamental. Et ça a des implications très concrètes. Ça veut dire lutter contre l'hyperconcentration dans les industries culturelles. Ça veut dire lutter contre la prédation de la création par les machines IA. Ça veut dire inventer des nouveaux modèles de régulation et de rémunération. C'est pas à moi de faire un programme politique, mais je dis juste que défendre les poètes, c'est pas juste un slogan, c'est quelque chose qui peut se traduire ensuite politiquement. Et le dernier point, la dernière violence faite aux esprits, me semble-t-il, c'est de les laisser seuls, c'est la solitude, c'est de ne pas se sentir reconnu ou soutenu dans ses souffrances. Il y a une enquête de Destin commun qui dit que 22% des Français déclarent se sentir toujours ou souvent seuls, et que cette proportion atteint 35% chez les jeunes de 18 à 24 ans, c'est-à-dire le même niveau que chez les plus de 75 ans, ce qui me paraît être un chiffre extrêmement préoccupant. Si on passe de l'autre côté, dans l'univers virtuel, aujourd'hui, les 18-24 ans passent plus de 5 heures par jour sur un écran, ce qui veut dire qu'en 2035, ils auront passé 7 années de leur vie éveillés devant ou derrière ou à côté d'un écran. Je ne sais pas comment le dire, mais je pense que ce sujet-là, de la solitude, de l'enfermement et la difficulté à tisser du lien, est aussi une chose qui doit être un impératif politique extrêmement important. Ça veut dire l'attention aux lieux et aux liens du quotidien, au corps, à la santé mentale et à une éducation qui soit en quelque sorte un sanctuaire. Pour terminer, je voudrais citer Hans Jonas dans Le principe responsabilité. Il écrivait « Les générations futures n'ont pas de lobby ». Alors je me dis que c'est peut-être à cela que peuvent servir les think tanks politiques, à être les lobbies des générations futures. Je vous remercie. Mon père aurait cherché à étrangler ma mère. J'utilise le conditionnel car la version de mes deux parents diverge. Aujourd'hui encore, je n'ai pas élucidé ce qui s'est vraiment passé. Ce qui est certain, c'est que dans la nuit qui a suivi cette scène, ma mère nous a réveillés, mon frère et moi. J'avais 7 ans, lui 4. Nous habitions alors dans une cité HLM, en Bourgogne. Elle nous a expliqué que nous avions 20 minutes pour choisir nos jouets préférés et qu'on ne reviendrait plus jamais ici. Nous sommes montés dans sa voiture et avons roulé jusqu'à Paris. À l'aube, nous sommes arrivés devant l'hôtel particulier de mes grands-parents maternels dans le 16e arrondissement. J'ai voulu faire un compliment à ma grand-mère. Je lui ai dit qu'elle avait un beau petit HLM. Immédiatement, je suis devenu un plouc dans son cerveau. Quelques mois plus tard, lorsque j'ai revu mon père, j'ai senti que dans ses yeux, j'étais devenu un snob. Depuis, je cherche à réconcilier les ploucs et les snobs. Pour cela, j'ai créé mon premier dispositif à l'âge de 10 ans. J'écrivais des poèmes que j'utilisais comme paquet cadeau pour y contenir des cadeaux, des gâteaux. Le matin, je me levais un peu plus tôt que d'habitude et avant d'aller à l'école, je déposais mon paquet à côté d'un clochard endormi. Quelques décennies plus tard, je fais toujours la même chose. Je crée des projets littéraires pour tisser des liens
entre ceux qui n'ont pas vocation à se rencontrer. Mon goût pour l'écriture doit beaucoup à mon père. C'est lui qui a décrété, lorsque j'avais 5 ans, que j'étais un écrivain. Grâce à ces mots, je me suis toujours senti légitime à écrire. En grandissant, j'ai compris que beaucoup n'avaient pas eu cette chance. C'est pourquoi je cherche aujourd'hui à partager le cadeau qu'il m'a fait. J'incite tout le monde à écrire, en prison, à l'école, dans des musées. J'ai par exemple proposé à 300 habitants de Clichy-sous-Bois d'écrire une carte postale à un inconnu à l'autre bout du monde. Plus récemment, au Collège des Bernardins, j'invitais chacun à écrire un secret qui ne sera jamais lu. Pour cela, le musée de la Poste nous a prêté une boîte aux lettres dont la clé a été perdue. Son directeur s'est engagé par écrit à ne jamais tenter de la fracturer. Si mon père a déclaré que j'étais un écrivain quand j'étais à l'école maternelle, alors que je ne savais ni lire ni écrire, c'est parce qu'il ne raisonne pas comme les autres. Il a notamment été hospitalisé à Sainte-Anne l'année de ma naissance. Lui aussi écrivait de manière obsessionnelle, mais il n'a jamais réussi à terminer un manuscrit. Pendant 10 ans, il a entretenu une correspondance avec Jean Quérol, le scénariste de Nuit et brouillard, membre de l'Académie Goncourt et éditeur du Seuil. J'ai retrouvé 2 lettres de mon père dans le fonds Quérol, à l'IMEC, où sont conservées les archives de la littérature contemporaine. Dans le premier courrier, papa explique à cet éditeur qu'il va arrêter d'écrire car il sent que cette activité le pousse vers la folie. Dans le second, il indique que Quérol l'a convaincu du contraire, c'est l'écriture qui le protégera de ses troubles psychiatriques. L'écriture peut-elle nous faire du bien ou nous faire du mal ? C'est une question fondamentale que je me pose depuis longtemps. Il y a environ 10 ans, j'ai proposé à 1000 patients d'une trentaine d'hôpitaux d'écrire leur adolescence sur des carnets pour qu'ils soient envoyés à des collégiens et des lycéens. En parallèle, avec une psychiatre, nous avions mené une étude sur l'impact de l'écriture sur le bien-être. Il en ressortait notamment qu'écrire, quand on est à l'hôpital, augmente la confiance en soi. Depuis, avec un collectif, je mène différents projets dans des hôpitaux. Nous avons notamment travaillé sur la question des mots justes à l'hôpital. Par exemple, des soignants utilisent parfois l'expression « lit de douleur » pour désigner un lit qui atténue les douleurs. Grâce au témoignage d'un enfant, on peut faire entendre de manière sensible à un médecin la violence d'une phrase telle que « Nous allons installer votre père sur un lit de douleur ». En parallèle de ces projets, j'ai longtemps été avocat. L'année du confinement, juste après la mort de mon mari, j'ai décidé de quitter le barreau parce que j'avais un besoin de douceur. Quand on est avocat, on est pour quelqu'un, mais on est aussi contre quelqu'un. Je ne voulais plus jamais être a priori contre quelqu'un. Je ne porte donc plus la robe. En revanche, le droit continue toujours d'avoir une place dans ma vie. Je crée notamment des actions poético-politiques. J'ai par exemple lancé la Journée internationale des nuages. Actuellement, une 50aine de pays les manipulent, notamment pour accélérer le processus des précipitations. Or, cette technique n'est pas encadrée par le droit. Chaque 29 mars, je propose à ceux qui le souhaitent de s'allonger sur l'herbe, de regarder les nuages et d'écrire ce qu'ils voient. Je considère que tous ces textes constituent une pétition poétique pour réfléchir de manière pluridisciplinaire au droit des nuages. Plus de 5000 personnes ont déjà participé à ce projet sur les 5 continents et une association a récemment été créée. Grâce à cette action poétique, j'ai pu échanger sur le droit des nuages avec des ministres, des parlementaires, des maires, des professeurs de droit. À une époque où nos débats sont dominés par le triptyque de la violence, de la rapidité et de la certitude, il y a une urgence à remplacer ces 3 ingrédients par de la poésie, de la lenteur et du doute. Et il y a un intérêt stratégique à démontrer que ce changement de paradigme peut être efficace. Ainsi, sur le droit des nuages, nous avons eu des premiers résultats concrets. Par ailleurs,
cette initiative a inspiré la Minute internationale des odeurs qui se tient le 10 juin à 10h06. Pour ce dispositif, chacun est invité à s'arrêter, à sentir une odeur agréable ou désagréable, fugace ou prégnante, et à la décrire sur un papier. Ce projet, auquel plusieurs milliers de personnes ont déjà participé, a permis de donner un coup de projecteur sur des questions pratiques comme l'absence de diagnostic de l'anosmie chez les enfants. Pour terminer, je dirais qu'il y a deux choses qui me semblent importantes à retenir. Premièrement, face à la violence du deuil, de l'exclusion ou de tout autre événement traumatique, chacun doit se sentir légitime de raconter son histoire. Cela ne réglera pas le problème de fond, mais permet de tenir plus facilement debout. Deuxièmement, je suis convaincu qu'il faut trouver de nouveaux espaces pour s'écouter. Dans une tribune que j'avais publiée sur le site du Nouvel Obs, après la dissolution de 2024, je proposais la création d'un dispositif pour écouter un inconnu qui ne penserait pas comme nous, sans l'interrompre, sans même lui répondre. Je crois en effet que quand on écoute, en voulant trouver une réponse, on n'écoute pas tout à fait. On réfléchit déjà au coup d'après. Il faut, et c'est vital dans un contexte où la société est de plus en plus clivée, apprendre à écouter et à se taire avec modération. Merci.